Donc, je vous présente ici un énoncé typique d'un exercice des lois statistiques dans lequel on peut repérer différentes parties. La première partie, il s'agit d'une introduction. Et puis on passe aux différents croisements. Donc dans ce cas, on a 3 croisements. Le premier croisement, deuxième et le troisième. La quatrième partie, ça va concerner les questions. Et l'énoncé se termine par une remarque dans laquelle nous avons quelques symboles. Et je vous rappelle qu'on doit respecter les symboles donnés ici. À la lecture de l'exercice, on extrait les données, on les réécrit au niveau de feuilles de brouillon. Donc pour moi, je vais les écrire au niveau du tableau. Le premier croisement, on a croisé une plante à graines noires et lisses avec une plante à graines jaunes et rides. Donc je vous rappelle que toujours le phénotype s'écrit entre crochets. Ce croisement, il nous a donné une génération F1 formée par 100% des plantes à graines noires et lisses. Pour le deuxième croisement, on a croisé un individu de F1 avec un individu à graines jaunes et rides. Cela a fourni une génération formée de 4 phénotypes, 25% pour chaque phénotype. Pour le troisième croisement, on fait un croisement entre 2 individus de F1. Ce croisement a fourni une génération formée par 4 phénotypes et nous avons transformé les chiffres en pourcentage dans 4 phénotypes en proportion suivante. 56% qui est l'équivalent à peu près de 9 sur 16, 18% qui sont l'équivalent de 3 sur 16 et finalement un phénotype avec 6%, c'est l'équivalent de 1 sur 16. Et maintenant, on va passer pour résoudre ou bien répondre à la première question. La première question, c'est en vous basant sur les résultats du premier et du deuxième croisement, déterminer le mode de transmission des 2 caractères héréditaires étudiés. Donc déjà, on commence par la première des choses, c'est on étudie 2 caractères héréditaires c'est-à-dire quand on est donc on étudie le premier croisement. Déjà on étudie 2 caractères héréditaires, c'est-à-dire qu'on est dans le cas de dihybridisme. Deuxième chose à noter, c'est que la génération F1 est homogène. C'est-à-dire quoi homogène? C'est-à-dire que tous les individus, ils possèdent les mêmes caractères. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que les 2 parents sont de race pure. Et comme ça, la première loi de Mendel est vérifiée. Et si la première loi de Mendel est vérifiée, c'est-à-dire que l'hérédité non liée au sexe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les 2 gènes étudiés, ils ne sont pas portés par des chromosomes sexuels. Troisième chose à déterminer, c'est les allèles dominants et les allèles récessifs. Donc d'après quoi? D'après les phénotypes qui sont observés au niveau de la première génération. Pour le caractère couleur des graines, l'allèle qui détermine la couleur noire des graines est dominant. Pourquoi? Parce que c'est le phénotype visible au niveau de la génération des individus de la génération F1. Donc comme ça, puisqu'il est dominant, donc c'est-à-dire on l'écrira en grand N. Je vous rappelle qu'on doit toujours respecter la remarque, l'allèle qui détermine la couleur jaune des graines est récessif. Donc comme ça, on l'écrira en G minuscule. On passe au deuxième caractère. Pour le caractère, la forme des graines, l'allèle qui contrôle la forme lisse des graines est dominant. Pourquoi? Parce que c'est le phénotype, on a pu déduire cette déduction d'après les phénotypes qui sont observés au niveau de la génération F1. Donc la forme, je disais que l'allèle qui contrôle la forme lisse des graines est dominant, et on l'écrira en L majuscule. Alors que l'allèle qui détermine la forme ride des graines est récessif et on l'écrira en R minuscule. Et maintenant, on passe au deuxième croisement. Déjà, on croise entre un individu de F1 et un individu à graines jaunes et rides. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on croise entre un individu de F1 avec un individu double récessif. Donc, il s'agit très bien d'un croisement test, on dit aussi un test cross.
Et la génération F2 est formée par 4 phénotypes de même proportion, c'est-à-dire 25% pour chacun. Donc, c'est-à-dire, on peut déduire comme ça que les deux gènes étudiés sont indépendants. Donc, comme ça, on a pu répondre à la première question. Pour déterminer le mode de transmission, on a 3 choses essentielles à déterminer. Première des choses, c'est de déterminer est-ce que la première loi de Mendel est vérifiée ou pas, pour déduire est-ce que l'hérédité est liée au sexe ou pas. Deuxième chose, déterminer les allèles dominants et les allèles récessifs. Et la troisième chose, déterminer est-ce que les deux gènes étudiés ils sont indépendants ou bien liés. Passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est donner l'interprétation chromosomique du troisième croisement en établissant un échiquier de croisement. Troisième croisement, il s'agit d'un croisement entre deux individus de F1. Et là, je vais écrire leur phénotype. Donc, je vous rappelle que toujours le phénotype s'écrit entre crochets. Donc là, F1, c'est-à-dire ce sont des individus à graines noires et lisses. La même chose pour l'autre individu, c'est une plante à graines noires et lisses. Donc ces individus, tant qu'ils sont des individus de F1, ils proviennent de deux parents de race pure, c'est-à-dire qu'ils sont hybrides. Pourquoi? Parce que chaque individu, il prend un chromosome de l'un des parents et un chromosome de l'autre. Donc leur phénotype, je vous rappelle que toujours le phénotype s'écrit entre crochets. Là, les individus de F1, ils sont des plantes à graines noires et lisses. Et tant qu'ils sont des individus de F1, c'est-à-dire qu'ils sont hybrides. Pourquoi? Parce que les deux parents sont de race pure. Et chaque individu, il reçoit un chromosome de chacun des parents. Donc comme ça, tous les individus de F1, ils seront hybrides. Et comme ça, leur génotype sera comme suit. Donc tant qu'ils sont hybrides, c'est-à-dire qu'ils sont hétérozygotes. C'est-à-dire au niveau des deux chromosomes homologues, ils vont porter l'allèle grand N avec l'allèle petit g. Et sur les deux chromosomes homologues, ils vont porter l'allèle grand L avec l'allèle petit r. Donc pourquoi? Parce que les deux gènes, ils sont portés par deux chromosomes homologues différents, donc ils sont indépendants. La même chose pour l'autre individu, il va porter l'allèle grand N petit g. Et sur les deux chromosomes homologues, il va porter l'allèle grand L petit r. Après la méiose, ces individus, ils vont donner des gamètes. Donc des gamètes qui vont être donnés par cet individu. Donc l'un des gamètes, il va porter l'allèle grand N, grand L. L'autre type de gamète, il va porter l'allèle petit g, petit r. Et l'autre type de gamète va porter l'allèle grand N, petit r. Donc ici, il s'agit d'un phénomène qui s'appelle le brassage interchromosomique. C'est là où les chromosomes au niveau de l'anaphase numéro 1 de la méiose, les chromosomes ils sont répartis d'une manière aléatoire et équiprobable. Donc ce qui va donner 4 types de gamètes. Un gamète qui va porter l'allèle grand N, grand L, et l'autre type de gamète qui va porter l'allèle petit g, petit r. Et le troisième type qui va porter l'allèle grand N avec l'allèle petit r. Et le quatrième type de gamète qui va porter l'allèle petit g avec l'allèle grand L. Donc je répète, c'est que toujours ces types de gamètes, ils ont le même pourcentage. C'est-à-dire qu'ils sont équiprobables. Donc la même chose pour l'autre individu, après la méiose, il va donner 4 types de gamètes. Premier type de gamète va porter l'allèle grand N, grand L, avec un pourcentage de 25%. Deuxième type de gamète va porter l'allèle petit g, petit r, toujours, elle a un pourcentage de 25%. Troisième type de gamète, il va porter l'allèle grand N, petit r. Et le quatrième type de gamète, il va porter l'allèle petit g, grand L, pardon, avec une proportion ou un pourcentage de 25%.
Donc là, on passe à un échiquier de croisement. Et là, je vais mettre les gamètes de premier individu de croisement. Et ici, je vais mettre les gamètes du deuxième, de l'autre individu du croisement. Donc, premier type de gamète, il va porter l'allèle grand N, grand L, avec une proportion de 1/4, qui est l'équivalent de 25%. Donc, premier type de gamète qui va porter l'allèle grand N, grand L, avec une proportion de 1/4, c'est l'équivalent de 25%. Deuxième type de gamète qui va porter l'allèle petit g, petit r, avec une proportion de 1/4. Troisième type de gamète qui va porter l'allèle grand N, petit r, toujours avec une proportion de 1/4. Et le dernier type de gamète qui va porter l'allèle petit g, grand L, et qui a une proportion de 1/4. Deuxième individu va porter également 4 types de gamètes. Grand N, un type de gamète qui va porter l'allèle grand N, grand L. Deuxième type qui va porter l'allèle petit g, petit r. Troisième type de gamète qui va porter l'allèle grand N, petit r. Et le troisième type de gamète qui va porter l'allèle petit g, grand L. Donc je répète, c'est que les gamètes sont équiprobables, c'est-à-dire ils ont la même probabilité d'apparition. Donc la génération F2, théoriquement, il va être constitué de... Voilà. Donc le 1/16 de la génération, il aura le génotype suivant, grand N, grand N, grand L, grand L, et comme ça, ils auront le phénotype grand N, grand L. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le 1/16 des plantes, ils auront des graines noires et lisses. Et le 1/16, ils auront le génotype suivant, donc comme ça, ils auront le phénotype grand N, grand L. La même chose ici, grand N, grand L. Ici également, on aura des plantes avec des graines noires et lisses. La même chose ici, des plantes à graines noires et lisses, alors que ici, on aura des plantes à graines jaunes et rides. Donc ici, 1/16 des plantes de la génération, théoriquement je parle, nous aurons 1/16 des plantes avec des graines noires et rides. Et le 1/16 avec des graines jaunes et lisses. Le 1/16 des plantes avec des graines noires et lisses. Le 1/16 également des plantes avec des graines noires et rides. Et ici, le 1/16 des plantes à graines noires et rides. Le 1/16 également des plantes à graines noires et lisses. Ici, la même chose, on aura le phénotype suivant, graines noires et lisses. Ces plantes, ils vont avoir des graines jaunes et lisses. La même chose ici, on aura des plantes à graines noires et lisses. Ici, des plantes à graines jaunes et lisses. Donc, comme ça, nous aurons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, nous aurons 9/16 des plantes à graines noires et lisses et 1/16 des plantes à graines jaunes et rides et 3/16 des plantes à graines noires et rides et également 3 des plantes à graines jaunes et lisses. Donc
Je vous rappelle que les résultats expérimentaux au niveau de l'exercice, donc nous avons calculé les pourcentages et nous avons obtenu 56%, 18%, 18% et 6%, c'est-à-dire l'équivalent de 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16. Et comme ça, on peut dire que les résultats théoriques, ils sont conformes avec les résultats expérimentaux. Donc comme ça, on a pu faire une interprétation chromosomique du troisième croisement. Donc d'après cette vidéo, on a des choses à retenir. Première étape pour résoudre un exercice de la génétique, c'est de très bien lire l'énoncé. Deuxième étape, c'est d'extraire les données et les écrire d'une manière ordonnée au niveau de feuilles de brouillon. Troisième chose à faire, c'est de transformer dès le début les chiffres en pourcentage et puis en proportion pour faciliter la comparaison par la suite. Pour la question le mode de transmission, pour déterminer le mode de transmission des caractères héréditaires étudiés, nous avons trois choses essentielles à déterminer. Première des choses, pour déterminer le mode de transmission des caractères héréditaires, surtout dans le cas de déhybridisme, nous avons trois choses à déterminer. Première des choses, c'est déterminer est-ce que l'hérédité elle est liée au sexe ou pas. C'est-à-dire quoi? On peut déduire ça. On peut déduire ça d'après est-ce que la première loi de Mendel est vérifiée ou pas. Et comment on peut vérifier est-ce que la première loi de Mendel est vérifiée? D'après est-ce que la première génération était homogène ou pas. Deuxième chose à déterminer, c'est les allèles dominants et les allèles récessifs. Et je vous rappelle que si nous avons une remarque au niveau de l'énoncé de l'exercice, il faut respecter les symboles. Troisième chose à déterminer, c'est est-ce que les deux gènes étudiés, ils sont liés ou indépendants. Si vous avez déterminé ces trois choses dans le cas de déhybridisme, c'est-à-dire que tu as pu déterminer le mode de transmission des deux caractères étudiés. Pour l'interprétation chromosomique, nous avons quelque chose à dire, c'est que le phénotype s'écrit toujours entre crochets et le génotype il s'écrit entre guillemets, la chose que j'ai oublié d'écrire tout à l'heure. Même le génotype des gamètes, il faut l'écrire entre guillemets. C'est bon, merci, à la prochaine vidéo.